Palestine. I don't know if I would. I'm supposed I'm not familiar with the check one thing or two before. How is it? Portal. Quite new. Mr. Arafat, Rest in peace. حييك يا شعب الوطن يا مقاوم الاحتلال، حي فيك المسالي والكفاح والعين سهرانين. حييك يا شعب الوطن يا مقاوم الاحتلال، حي فيك المسالي والكفاح والعين سهرانين. حييك يا شعب الوطن يا مقاوم الاحتلال، حي فيك المسالي والكفاح والعين سهرانين. rameau d'olivier dans une main, revolver dans l'autre. Yellow sound. Yellow style. Yellow sound. Yellow style. حييك يا شعب الوطن يا مقاوم الاحتلال، حي فيك المسالي والكفاح والعين سهرانين. حييك يا شعب الوطن يا مقاوم الاحتلال، حي فيك المسالي والكفاح والعين Yasser Arafat, le leader de l'ONP, Monsieur Arafat. بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. Yellow sound. Yellow style. Yellow sound. Yellow style. The person who had been kicked out from his homes is obliged, and he has the right to fight for living, to fight for his future, for his children, for his people. I think.
Pushing me on exams on October 7th. And they deleted this from the. They cut this out from. Well, right. Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup d'être venus. Merci au Point éphémère de nous accueillir. On a donc la chance de recevoir Andreas Malm pour la sortie de son dernier livre à la Fabrique, Pour la Palestine comme pour la Terre, les ravages de l'impérialisme fossile. Et on va procéder ainsi, je vais lui poser quelques questions pendant environ 45 minutes et puis ensuite la salle pourra poser ses propres questions et il y aura un temps d'échange avec lui pour que chacun soit heureux. Et du coup, peut-être pour commencer, Andreas, est-ce que tu pourrais dire quel rôle a joué politiquement dans ta trajectoire politique et théorie la question palestinienne ? Je te pose la question parce qu'il y a quelques années, tu m'as expliqué que tu étais venu assez tard à l'écologie, que même pendant très longtemps, ça t'avait semblé un truc de bobo blanc décompo, absolument inintéressant, et qu'à cette époque, tu te focalisais sur la question palestinienne et que tes préoccupations étaient beaucoup plus dirigées vers la question anti-impérialiste. Donc est-ce que tu pourrais dire et nous raconter comment tu as rencontré la question palestinienne et puis aussi comment elle continue d'infuser dans ton travail à travers ce livre, bien sûr, mais aussi j'ai souvenir par exemple que lorsque la Fabrique quand tu as sorti Fossil Capital, qui est ton grand livre sur l'histoire du réchauffement climatique chez Verso, et dont vous pourrez retrouver les principales thèses dans l'Anthropocène contre l'histoire à la Fabrique. Il devait sortir un livre qui s'appelait Fossil Empire, donc c'est aussi un signe que la question impérialiste est restée malgré ton virage écolo. Yes. Well, first of all, thank you everyone for coming here. It's a great pleasure to be here and talk to friends and comrades about Palestine. My comrade here is going to translate. You have to stop me when I speak too long, okay? So, if I understand the question correctly, well, Il vous dit bonjour et merci de venir et ça lui fait très plaisir de parler entre camarades de la question palestinienne. yeah, so I went to Palestine for the first time in 1996 when I was 18, and I got totally drawn into it, as one tends to when one visits this country. I'm not the only one who has gone through this experience. And for 8 years, my life was mostly Palestine. I went back and forth. I lived there for half a year in 1999. I wrote my first book about it in 2002. Actually, I have to, since if I understood the question correctly, it was about my own trajectory, I just have to share some of my emotions about this right at this moment. You want to... Du coup, j'ai rencontré la Palestine en 1996, quand j'avais 18 ans. Et en allant dans ce pays, j'ai vraiment plongé dedans, comme font les gens qui ont eu la chance d'aller en Palestine. Je ne suis pas du tout le seul à avoir eu cette expérience. Et en fait, pendant 8 ans, on peut dire que la Palestine, ça a été ma vie. J'ai fait des allers-retours en Palestine pendant ces 8 ans et j'ai écrit mon premier livre sur la Palestine en 2002 parce que j'avais besoin de partager mes émotions et mes sentiments par rapport à ce voyage. Yeah, so in 2002, I happened to be in Jenin, in Mukhaim Jenin, during the famous battle that happened in that year. And the refugee camp was largely destroyed at the center of it. And I also spent some time in a village just next to Jenin called Burkin.
And in the past few days, my friend Youssef, he might be following us on live stream. These are the virtues of digital technology in Jenin. He's been feeding me with pictures of how the occupation army has completely cleansed the camp of all its 20,000 inhabitants and systematically destroys the camp. And a similar fate is falling Burkin, this village that I mentioned. Et donc en 2002, j'étais à Jenin, donc, durant la bataille qui a eu lieu à ce moment-là et durant les destructions des camps du camp de réfugiés. Et j'ai été aussi dans un village d'à côté et j'avais un ami qui nous regarde peut-être en live aujourd'hui, qui s'appelle Youssef et qui, dans mes derniers jours là-bas, m'a montré des photos pour illustrer la destruction systématique en fait, des camps. Et voilà, qui est quelque chose qui est encore à l'œuvre aujourd'hui. And well, I should say that I haven't been on the ground in Palestine since 2004. But obviously I've followed it ever since, what's going on. And the overwhelming feeling that you have is that the destruction just never stops. And it just gets worse and worse and worse. And I'm sure that if you're involved with this issue, you share this feeling with me. It's a Nakba that just constantly continues and is escalated and accelerates. And I mean, the genocide is on pause. It's on hold in Gaza. I think it will probably, unfortunately, obviously, resume quite soon, and it could be massively worse than the most recent round. What's going on in the West Bank is now destruction of the camps in the north, very similar to what we've seen in Gaza. And this is just the most recent culmination or intensification of a feeling that I and many others, of course, have had for a very long time, which is that the destruction of Palestine is something that just never stops. It just continues. And it's emblematic of something much bigger. And it isn't an aberration, it isn't an anomaly. It's more like a monad. It's a crystallization of processes developing in the world at large. Donc les destructions en fait ne font qu'augmenter. Et c'est un sentiment assez submergent en fait de voir que ces destructions ne s'arrêtent jamais et qu'elles ne font qu'escalader. Là, le génocide est en pause, mais on peut s'attendre à ce qu'il recommence, enfin à ce qu'il reprenne et qu'il reprenne de manière beaucoup plus intense que ce qu'on a vu jusque-là. Et donc dans les territoires occupés. Actuellement, la destruction qu'on a vue à Gaza, en fait, elle est encore, elle est en train d'être à l'œuvre. C'est des images qu'on a aujourd'hui. Et en fait, on est plusieurs à avoir ce sentiment grandissant depuis longtemps que la destruction de la Palestine ne s'arrêtera jamais et ne s'arrête pas. Et en fait, cette destruction, elle est un emblème. Elle est un symbole, une analogie qu'on peut faire, et elle est pas, c'est pas une anomalie en fait, c'est pas quelque chose sur le côté de l'histoire, c'est le résultat de processus et de phénomènes dont on peut faire sens. Yeah. So to return to the question, when I started shifting my focus in my work towards climate and ecology in 2005, I perceived this question largely through a kind of Palestinian or pseudo-Palestinian lens. And the Palestinian experience and my time in Palestine colored, I think, how I understood the problem of climate destruction. And this very much included, dispensing with the notion that climate is being destroyed by humanity in general, as if it was some kind of a unitary species characterized by, egalitarian internal relations. Rather, it was early on. It came naturally to see it as a destructive process emanating from relations of domination. And there are so many different
intersections and moments of articulation between the ecological crisis and what's going on in Palestine, and this is what eventually, led to this little book that's on the table today. Yeah. Quand j'ai commencé à changer la focale de mon travail, que j'ai commencé à travailler en fait sur le climat et l'écologie en 2005, je l'ai fait à travers un prisme palestinien. Ma compréhension de la Palestine en fait m'a aidé à comprendre la destruction de notre planète et du climat. Moi, je l'ai pas compris comme la planète est détruite par l'humanité comme quelque chose d'égalitaire où on aurait tous le même rôle dedans. Mais en fait, je l'ai bien compris comme un processus de destruction qui vient de relations de domination. Et en fait, il y a beaucoup d'intersections entre la destruction de la Palestine et la destruction de nos conditions de vie, du climat. Et moi, c'est de voir ces intersections qui m'a amené à écrire ce livre, qui est posé sur la table là. Merci beaucoup. Alors justement, au cœur de ce livre, il y a une année, l'année 1840, qui est marquée par une campagne militaire britannique contre le pacha d'Égypte d'alors, Mehemet Ali, et au cours de laquelle les Britanniques prennent notamment Saint-Jean d'Acre. Est-ce que tu peux expliquer en quoi, à ses yeux, la prise de Saint-Jean d'Acre et cette campagne militaire marquent une profonde rupture, à la fois pour la région à ce moment-là et aussi pour les débuts de l'élaboration du projet sioniste? So I've had a fascination with this moment of 1840, and maybe you mentioned Fossil Empire. This is a book that I might possibly write at some point in the future. I started working on towards the end of my PhD dissertation. The great thing when you're doing a PhD is that you have a lot of time to do research, and I had some time to go into the archives in the UK, and I found this story about what happened in 1840, and obviously I got super obsessed about it because it's a story about when the British Empire used steamboats in war for the first time, and the main action happened at the Palestinian town of Akka. Incidentally, the town where Ghassan Kanafani was born. And the British pulverized this town. They attacked it with steamboats and blew it up and killed several thousands of people and turned the whole city into rubble. And destroyed the Arab proto-empire of Muhammad Ali in this war. He was based in Egypt, and the war ended with Egypt being subordinated under the British Empire. Yeah. Oui, moi j'ai une fascination pour les événements de 1840. En effet, peut-être un jour, j'écrirai le livre L'Empire fossile. Mais quand moi, je faisais mon doctorat, l'avantage des doctorats, c'est qu'on a beaucoup de temps pour faire de la recherche. Et en fait, je suis tombée sur des archives anglaises sur 1840. Donc, c'est un moment en fait où l'Empire anglais va utiliser les bateaux à vapeur pour la première fois dans un cadre militaire. Et en fait, ces bateaux et ces nouvelles armes, elles vont être utilisées d'abord sur la ville palestinienne de Akka, qui va être en fait pulvérisée par l'attaque de l'Empire anglais. Ils font exploser la ville et ils tuent des milliers de personnes et ils réduisent vraiment la ville en ruine. Et dans le même mouvement, en fait, l'Empire anglais a détruit le proto-État arabe de Mohamed Ali, qui était basé surtout en Égypte. Et du coup, c'est une séquence en fait qui finit par la soumission de l'Égypte. There's a lot that could be said about this moment in time, but one very fascinating aspect about the moment of 1840 and the years following is that this was the moment in time when the British Empire came up with the idea of giving Palestine to the Jews.
So Christian Zionists and secular politicians at the very top echelons of the British Empire conceived of this idea at this particular moment that we should move the Jews from Europe into Palestine and have them colonize the country and turn it into a base for our power, so that we can make sure that Arabs don't behave in an insubordinate fashion like Muhammad Ali had done, and so that we can increase our commerce and use of all the resources in this region. And this was stated very clearly and explicitly, and some of this stuff is included in the book, although I have to say that there's much more archival research to be done about this moment. But one of the interesting things about this is that this is not the Balfour Declaration. It's 77 years before the Balfour Declaration. And yeah. Donc il y a plein d'aspects très intéressants à propos de cette période, mais un aspect qui me semble important, c'est qu'en fait c'est à ce moment-là et dans les années qui suivent que l'Empire britannique en fait va avoir l'idée, dans l'Empire britannique il va y avoir l'idée de donner la Palestine aux Juifs. Et en fait c'est une alliance entre des sionistes chrétiens et des politiciens laïcs qui ont l'idée en fait de faire déménager les Juifs d'Europe en Palestine pour qu'ils puissent y installer une colonie. Et en fait, l'idée c'est que cette colonie pourrait être une base pour étendre le pouvoir de l'Empire, étendre le commerce, pouvoir exploiter les ressources, et aussi en fait contrôler les Arabes pour qu'ils ne se comportent pas de manière insubordonnée comme Mohamed Ali l'avait fait. Donc ça va aussi permettre de contrôler les pouvoirs arabes sur place. Et ce qui est important à constater, c'est que cette idée, elle arrive 77 ans avant la déclaration Balfour, donc qui est souvent, on la note souvent comme étant le début, le moment où l'Empire britannique va donner la Palestine aux Juifs. So this was a moment in time when the globalization of the fossil economy was ignited, because like I said, this was the first time that the British used steam power in war, and this was how the deployment of steam-powered technologies based on the combustion of coal started to be spread across the world, which was like an ignition mechanism for the problem that we now know as global warming. It was also the moment in time when the idea of colonizing Palestine for the benefit of the imperial center started to take hold. And I think it's interesting that this happened at it was essentially one of the same event. Just to maybe veer into some historiographical reflections here. Those of you who are familiar with discussions in theory of history, you might have come across Marc Bloch, the great French historian, and his critique of the idol of origins. So he says that we historians, we tend to be obsessed with origins, the moments when something started. And I fully admit to having that obsession. And that it might be a little bit problematic, but what's interesting to me, there are many interesting things here, but one is the deep structural continuity that you can see from all the way from this moment into the present. Yeah. Donc c'est une époque où il n'y a pas encore l'économie fossile globalisée. Mais c'est aussi à ce moment-là en fait que l'usage du charbon et donc de cette des énergies fossiles en fait va se diffuser, donc d'abord par la guerre en fait, et dans le même moment c'est aussi le moment où du coup on va penser à coloniser la Palestine pour les bénéfices du centre impérialiste. Et en fait, c'est assez édifiant en fait, de voir que c'est, en fait, d'une certaine manière, c'est le même événement. Et si vous êtes familier avec les débats historiographiques, il y a un historien français qui s'appelle Marc Bloch qui critique quelque chose qu'il appelle l'idolâtrie de l'origine, de savoir où commencent les choses, c'est quoi le début. Moi, je fais partie un peu de ce problème.
parce que j'admets que j'ai cette obsession. Donc c'est peut-être problématique, mais j'admets que j'ai ce penchant-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on se rend compte de la continuité en fait de ces structures et comment elles se perpétuent dans le temps. And the structure that's been in place since then, although it really only materialized in like the 1880s, when the first Zionist colonies were established in Palestine, has been that the Zionist entity is plugged into the grid, the circuits of fossil capital on a global scale, and advances even further into Palestine and encroaches upon Palestinian land and conquers more and more of it and drives the Palestinian people further and further out on the margins and outside of the country. These people being not plugged into the circuits of power, in fact, actively unplugged from it, as in during the British Mandate, for instance, the Zionist colonies were connected to the grids of coal-based electricity. So when the Mandate ended, the Jewish population was about 30% of the population in Palestine, but it consumed 90% of the electricity from the coal power that the British Mandate had established. And it's still very, very similar, to the very degree that still the main supplier of oil to the state of Israel is the BP, British Petroleum, still serving the Zionist entity with oil through its Azerbaijani pipeline. And, you know, it's a very deep structure when you have that in place almost 2 centuries later. And to grasp what the nature of the problem of Palestine, I think we really need to go to the roots of these deep, deep structures. And also keep in mind that this wasn't started by Jews, because in the moment of conception of Zionism in 1840, Jews were not active in the process whatsoever. It was an initiative from the imperial core exclusively. Donc, les premières colonies sionistes, elles arrivent beaucoup plus tard, du coup, dans les années 1880. Et ce qu'on peut voir, c'est que dès le début, en fait, l'entité sioniste, elle est branchée, on va dire, au capitalisme fossile. Et où il y a eu un double mouvement où les colonies avancent et colonisent de plus en plus la Palestine et poussent les Palestiniens vers les marges et vers les côtés de, les virer de leur pays, quoi. Désolée, j'ai pas su traduire bien. Et en fait, donc on a des gens qui sont branchés dans le circuit du capital mondial, quoi, qui vont pousser vers les marges des gens qui en sont exclus. Pendant le mandat britannique, les colonies sionistes étaient alimentées en électricité par le charbon anglais. Et en fait, on peut voir un continuum avec ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est le pétrole anglais encore. Enfin, BP, c'est une entreprise qui est la source première de pétrole pour la Palestine. Et en fait, c'est quand même une structure qui semble profonde, puisque presque 2 siècles après, en fait, on a encore cet attachement et ce lien, en fait, avec le centre impérialiste. Et voilà, donc moi je pense que pour comprendre la nature du problème en Palestine, il faut aller à la racine de ces structures et aussi ne pas oublier et être très clair sur le fait qu'en fait l'idée sioniste et l'idée de la colonisation de la Palestine en fait vient pas de personnes juives, ça vient du centre impérialiste pour ses intérêts. Et merci beaucoup. Du coup, tu as commencé à manger ma prochaine question, évidemment, mais qui, en gros, tu montres bien dans le livre comment, effectivement, la question fossile, en fait, façonne à la fois la région, mais aussi la manière dont on se représente l'espace de cette région. C'est-à-dire, il y a d'abord la question du charbon, et puis progressivement celle du pétrole. Le fait qu'il y ait en abondance du pétrole dans cette région devient un gros enjeu, à la fois pour les Anglais d'abord au moment de la déclaration Balfour,
au moment où c'est encore les patrons du projet sioniste, et puis ensuite pour les Américains qui en deviennent les patrons progressivement dans la seconde moitié du XXe siècle. Et du coup, est-ce que tu peux dire en quoi, à tes yeux, la Palestine est vraiment un exemple de l'intersection entre entre développement de l'impérialisme et question de capital fossile, et aussi revenir sur la manière dont ça a façonné, y compris le projet sioniste, c'est-à-dire l'essence même du projet sioniste. Tu racontes notamment que c'est à ce moment-là que naît l'idée, par exemple, d'une terre sans peuple. Et donc, il faut un peuple pour peupler cette terre. I mean, the slogan, "A land without a people, two people without a land," is from 1840, basically. But yeah, much has happened since then, and this is Bloch's critique of the idol of origins, that you can't understand the present by focusing on what happened in the past. And of course, the contemporary world order is in some respects very different from in the 1840s. A major difference now is that it's the U.S. that is the main patron of the entity. It's not the British Empire, although that is a very active one, as we've seen, for instance, in the way that the UK has been bombing the Houthis and the rest of the country of Yemen during this genocide. But yeah, the U.S. is the main supplier of, for instance, jet fuel, and the Israeli army, to all practical purposes, is an extension of the American army, and the dependence on supplies from the US is complete. I don't know if you saw this, but when the most recent prisoner exchange happened just the other day, the resistance in Gaza, as always, produced a slick video. And in response, the Israeli army produced a slick video of all these bombs that are coming into their ports, these bombs that Biden, the supplies of which Biden paused, but that Trump has now activated, which is a signal that, we have full access to all the weapon supplies of the greatest military in human history, and this is what guarantees our superiority. And during this genocide, this has become clearer than ever before, and it's very often expressed explicitly in Israeli public discourse, that we are completely dependent on the US for what we're doing. Nothing would be possible without constant influx of every kind of support from the US. Donc ça va avec un peu avec la critique que Bloch fait, parce que lui il va dire que on peut difficilement comprendre le présent en restant trop dans le passé et en regardant que vers le passé. Et une des différences majeures entre la situation actuelle et 1840, c'est que les patrons premiers d'Israël sont plus l'Angleterre mais les États-Unis, même si l'Angleterre joue encore un rôle très actif. On l'a vu quand il y a eu tous ces bombardements au Yémen. Mais donc l'armée israélienne en fait n'est qu'une extension de l'armée états-unienne. C'est une armée qui est complètement dépendante des États-Unis. Et donc récemment, il y a l'État d'Israël a publié une vidéo de propagande qui montre les bombes américaines qui arrivent sur le territoire. Et cette vidéo, elle vise à dire qu'en fait, et à montrer et à dire fièrement qu'ils ont accès à toutes les ressources de la plus grosse armée du monde et de la plus grosse armée qui n'ait jamais existé. Et c'est ça qui garantit leur supériorité et qui vont vont dominer la Palestine. And then on the question, how does this relate to oil in the region? Well, this is a big question and one that I deal with quite superficially in this book. There is a wonderful comrade of ours, Adam Haniyeh, who's done great work on this and who's about to publish a book on it as well. And he has showed, I think, quite convincingly that the strategic value of the State of Israel for the US empire boomed in the wake of the War of 1967, and the utility of this asset in the region is commensurate with its importance in the fossil economy of the world.
So the fact that this is where most of the oil in the world comes from is central to why Israel has been so important for the American empire. And he also makes a very important point, Adam, here, when he argues that it is the very settler colonial nature and the constant aggressions from the occupation that makes it inherently valuable as an ally to the US. Because it is precisely by being in permanent war against the Palestinians that the state of Israel is existentially dependent on external support from the empire. If there was, let's say, one state for two peoples where everyone was equal and there wasn't constant apartheid and ethnic cleansing and dispossession and war, then that state, that entity, would presumably rely on its own population for whatever it needs, as indeed many countries in the region do. But because the state of Israel is an intrusion into the region that enforces supremacy on the people living there, it has to rely on foreign support to continue to exist. Which makes it a far more, almost in an ontological sense, dependable as an ally in this region, an American ally than any other country. Because it really cannot exist as this kind of aggressive, constant war machine without US support. Donc pour revenir sur les liens entre la colonisation de la Palestine et l'industrie pétrolière, donc moi j'ai pas fait des recherches approfondies et vous verrez que c'est pas aussi développé que je voudrais dans le livre. Mais il y a Adam Agné qui a fait une recherche beaucoup plus étendue là-dessus pour expliquer en fait la valeur stratégique d'Israël pour les impérialistes. En fait, cette valeur stratégique, elle a augmenté en 1967. Et en fait, elle augmente conjointement en fait avec l'importance de l'économie fossile. Parce qu'en fait, la majorité du pétrole du monde vient de cette région. Et en fait, c'est ce qui fait d'Israël un allié très fiable. En fait, c'est sa nature de colonie de peuplement, où du coup ils doivent être constamment en guerre et constamment en train de tenter d'exterminer le peuple palestinien pour exister. Et en fait, cet état permanent de guerre les rend dépendants des États-Unis et les rend dépendants de puissances extérieures, parce qu'ils peuvent pas la mener seuls. Ils peuvent pas la mener cet état de guerre permanent sans les armes des États-Unis. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est un allié aussi fiable en fait pour les États-Unis et que c'est important aussi pour les États-Unis que cet état de guerre se maintienne, puisqu'en fait s'il y avait un État pour deux peuples qui vivraient de manière égale, sans apartheid, sans la dépossession permanente, sans la colonisation, cette entité ou cet État serait probablement autosuffisant, se débrouillerait sans les États-Unis, comme le font beaucoup de pays en fait de cette région. Et donc c'est pour ça que ce lien existe aussi entre les États-Unis et Israël. Yeah, so the US has no interest in the state of Israel forming any kind of peaceful relationship with the Palestinian people, or because on the day when that happened, then the strategic use value of this entity would be lost to the US, because then it wouldn't any longer be intrinsically dependent on foreign support to subjugate the Palestinians. Now, there's a lot more than Kip has said about the role of oil in all of this and the contradictory relations between this ally and the other key allies of the US in the region, namely in the Gulf and in Saudi Arabia. And Adam has a lot to say about this, but I guess time is running out, so let's... Donc voilà, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les États-Unis n'ont pas du tout intérêt à ce qu'il y ait une situation de paix, parce qu'ils perdraient du coup cet avantage
qui est la dépendance d'Israël envers les États-Unis pour pouvoir mener la guerre. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient être dites sur l'intersection entre la colonisation en Palestine et les enjeux du pétrole, mais on va passer à la suite. Et du coup, le livre dont il parlait à l'instant, là, de Adam Agnew, s'appelle Crude Capitalism. Et c'est sorti en septembre aux éditions Verso, quel éditeur anglais de Andreas. Et du coup, ce que tu viens de dire fait écho à un point important dans ton livre, c'est l'opposition à, disons, la théorie du lobby. C'est-à-dire, c'est la théorie selon laquelle, qui est partagée dans notre camp, mais aussi par un certain nombre de gens de droite, notamment un des plus grands tenants de ça aux États-Unis, c'est John Mearsheimer, qui est un réaliste tout à fait réactionnaire, et qui explique en gros l'attachement des États-Unis à Israël par l'existence d'un lobby sioniste extrêmement puissant aux États-Unis, l'AIPAC. Et partant, c'est aussi une manière de présenter un peu cet attachement et ce soutien comme une forme de soutien un peu aveugle, complètement irrationnel. Or, à tes yeux, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus sensé pour les intérêts du capital. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce point-là ? Yeah, I think I'll be quite brief here. Yeah, so yeah, you're right. I really want to reject this lobby theory, and I've never really found it in any way helpful. I think it's fundamentally flawed and wrong. Obviously, there is a lobby, just as there is a fossil fuel lobby. But if you want to understand why fossil fuels still account for 80% of the energy in the world, explaining that with the power of the fossil fuel lobby would count as, the most facile kind of idealism. And I think it's exactly the same with the occupation. That if you want to explain why the occupation never stops, it just gets worse and worse and worse. Just like investment with fossil fuels, both of these things just continue to get worse and worse and grow and expand all the time. Trying to explain that with reference to the existence of the Israeli lobby and its powers in the U.S. and elsewhere is, I think, to get things totally mixed up and wrong. And the whole preoccupation with what happened in 1840 is just one attempt to put a nail in the coffin of this theory, because there was no Israeli lobby in 1840. It didn't exist until maybe more than a century later. But the idea that the British Empire needed to implant this colony inside Palestine came about and developed and grew nonetheless, because it grew out of the interests of the empire in this key region of the world. And this is the basic structure that's been in place ever since then. Donc je vais essayer d'être bref. Moi, cette théorie du lobby m'a jamais beaucoup intéressée, parce que je pense qu'elle a beaucoup de torts et elle n'est pas très solide. Pour faire un parallèle, expliquer que la colonisation de la Palestine ne s'arrête jamais, que sa destruction ne s'arrête jamais par l'existence d'un lobby sioniste aux États-Unis, c'est comme expliquer le fait que l'extrême majorité des énergies utilisées sont des énergies fossiles dans le monde, par le fait qu'il y a un lobby des énergies fossiles. Et il y a un lobby des énergies fossiles, mais c'est pas tellement ça. Ce serait une approche seulement idéaliste en fait, que de penser que c'est l'existence de ce lobby qui fabrique ce phénomène. Une manière dont moi j'ai essayé de prouver que cette théorie du lobby elle était inutile et fausse, c'est qu'en 1840 il n'y a pas de lobby sioniste. Le premier lobby sioniste il arrive plutôt 100 ans après, mais l'idée qu'il faut coloniser la Palestine existe déjà et se développe et va grandir pendant longtemps sans qu'il y ait ce lobby, parce que c'était dans l'intérêt de l'Empire britannique. Donc voilà, en gros, se concentrer sur les intérêts qui sont à l'œuvre plutôt que sur l'idée d'un lobby. Ok, alors il y a un autre élément que je trouve intéressant sur lequel j'avais envie de t'entendre parler, c'est que tu montres bien dans ton livre comment le génocide en cours est profondément ancré dans les structures matérielles de l'État israélien et puis dans la nature même du projet sioniste. Et en même temps, tu précises d'emblée qu'il s'agit à tes yeux
du premier capitalisme, du premier génocide dans un capitalisme tardif avancé. Et est-ce que tu pourrais expliquer en quoi il semble différent des précédents, on va dire? Yeah, so the genocide that I would compare with, because it's a political event that was very important to me when it happened, would be the genocide in Bosnia, where Western powers were complicit with what happened. And for instance, the Dutch UN forces who left Srebrenica and essentially gave it to Ratko Mladic, and the refusal to give arms to the Bosnian Republic to defend itself, the arms embargo on the Republic, and rewarding the ethnic cleansing conducted by Republika Srpska and things like that. You can point to various kinds of complicity, but there is a qualitative difference here in that this genocide is directly organized together with the most powerful countries in the world, where the US is immediately implicated in the practical execution of this genocide, and giving it all kinds of political support from the very beginning, to the extent that it's very difficult to say that this is a genocide committed by the State of Israel rather than by the United States. Actually, there was, I think today, there's a large file to the International Court of Justice to prosecute Joe Biden and Anthony Blinken for genocide. And that would be completely unthinkable in the Bosnian genocide. No one would entertain that idea, because the level of complicity was qualitatively of a different kind. So this seems to me to be the first case we have, and all the other recent genocides, the genocide against the Rohingya people, or the ISIS genocide against the Yazidi people, or the genocide in Rwanda, none of these come close to the arrangement we're seeing now, where the most powerful advanced capitalist countries are directly planning and executing and coordinating the genocide with the occupation on the ground. So this seems to be the first late capitalist genocide in that specific sense. Oui, donc ce génocide, il est, moi je le comparerais en fait à un événement politique qui m'a énormément marqué, qui est le génocide en Bosnie, où l'Occident était complice. On peut pointer que plutôt des inactions, la Norvège qui n'a pas aidé, le refus de donner des armes à la République, qui se révoltait. À l'époque, le nettoyage ethnique qu'il y a eu a été plutôt récompensé en fait par l'Occident. Mais la grande différence, en fait, c'est que le génocide qui est à l'œuvre en Palestine, il est directement organisé par les pays les plus puissants du monde. Les États-Unis, ils donnent un soutien politique invraisemblable et infaillible depuis le début, et un soutien politique et d'armement, etc. Il y a des gens qui disent en fait que ce génocide il est pas commis par Israël, mais qu'il est en fait commis par les États-Unis, tellement leur implication là-dedans est grande. Et là, il y a une ordonnance, je sais pas si ça s'appelle une ordonnance, mais un texte de la Cour internationale de justice, une décision de la Cour internationale de justice qui veut poursuivre Biden par rapport au génocide en cours, tellement la faute et la complicité des États-Unis est grande. Can I add just a few words on Donald Trump? Yeah, because since Donald Trump came to power, he has again revealed himself to be a figure of honesty. I mean, what he's basically doing is that he's being honest about things. As in, he, on his first day in power, took the US out of the Paris Agreement, and he said, we're going to go all out, exploiting all the fossil fuels that we can find, and remove every permit, and we're going to close down solar power and wind power.
uh, and dispensing with all the hypocrisy and all the cant and all the fine words, and just do what Biden has also been doing for 4 years, which is to maximize the production of fossil fuels and be honest about it. And the same with Palestine. He's honest about what he wants to do and what the EU has been trying to do for a long time, what the whole Western Empire has been trying to do for a long time, which is to remove the Palestinian people from its country and turn it into a US piece of property. There's a kind of a refreshing honesty to what he's doing. Also, he's giving the whole state apparatus to the richest man in the world, as if he wanted to fully corroborate the most crude and vulgar versions of Marxism that you could possibly find. And but there is perhaps a danger in his behavior that you think that he is some kind of crazy person, when in fact he's just, he removes all the mediations between base and superstructure and just merges them completely and goes all out, which just tells us a lot about what the world really is like. And he really incarnates, he embodies the fusion of Zionist aggression and fossil fuel chauvinism. And yesterday when he praised the far right in Germany for winning the elections, he said it's really good because finally they're ending these bad policies on energy and migration. These are the two things. What this means is fossil fuels and racism fused into one political project. This is the essence of the Donald Trump phenomenon, and it's this fusion that we see at work in Palestine, and the Palestinian people is the primary victim of this constant fusion of fossil fuel consumption and aggression against the racial other. Je peux pas vous faire le truc sur les superstructures, donc ceux qui comprennent l'anglais, tant mieux pour vous. En gros, Trump, il incarne l'absence de dialectique ou de médiation entre base et superstructure. C'est vraiment la fusion de la superstructure avec une forme de version du marxisme extrêmement cru et assez cheap, quoi. J'avais. Mais oui, du coup, voilà, ce que Malm disait, c'est que Trump, il est très honnête, en fait, qu'il a un peu enlevé le vernis de propagande qu'il peut y avoir sur les actions des États-Unis. Dès le début, il a été assez cru sur le fait qu'il voulait fermer toutes les sources d'énergie renouvelables et que son but, c'est de maximiser l'usage et le développement de l'énergie fossile, des énergies fossiles. Mais en fait, c'est ce que Biden a fait pendant 4 ans. Donc c'est juste que Trump dit la vérité, visiblement. Et en fait, c'est la même chose avec la Palestine. En fait, la politique de Trump, c'est la continuité de la politique des États-Unis depuis assez longtemps. Et juste, il est honnête sur le fait que il y a une volonté en fait de faire de la Palestine, de retirer le peuple palestinien de sa terre. Et de faire de la Palestine une propriété états-unienne. Et bon, je vais pas répéter des trucs sur les analyses marxistes simplistes, etc. Mais en gros, Trump, le phénomène Trump, il incarne la fusion entre le capitalisme des énergies fossiles et le racisme. Et le système raciste, et c'est, les Palestiniens, en fait, ils sont victimes de cette fusion entre les intérêts reliés aux énergies fossiles et l'agression raciste. Et je rajoute juste ce qu'il a rajouté à la fin sur l'Allemagne. Il disait que la manière dont Trump s'est félicité hier du résultat des élections allemandes, c'est en mettant l'accent sur le fait que la CDU, et sans doute avec le soutien de l'AfD, allait mener des politiques raisonnables à ses yeux en ce qui concerne les énergies fossiles et l'immigration. Et il dit, vous avez vraiment là le cœur du projet qu'incarne Trump et qui est incarné aussi par tout le phénomène Musk, AfD, etc. Une question justement à propos un des traits frappants, tu parlais à l'instant de la franchise de Trump, c'est aussi le fait que ce génocide, on sait tous qu'il est en train de se produire en direct. De la même manière d'ailleurs qu'on est tous au courant qu'il y a un réchauffement climatique qui met en danger les conditions de vie sur Terre et qu'il ne se passe pas grand-chose non plus pour lutter contre. Au contraire, de la même manière que les États-Unis abreuvent Israël d'armes, les États-Unis et d'autres d'ailleurs
continue de développer les énergies fossiles, etc. Comment est-ce que tu expliques ce paradoxe avec tout l'effet d'espèce de sidération aussi qu'il peut y avoir et je pense qu'il y a une génération là qui est marquée à vif par le fait d'être contemporaine d'un génocide et de ne pas pouvoir y faire grand-chose en regardant des images absolument ignobles. How do we explain this? Well, this is something that I think a lot of us struggle with on a daily basis, how to cope with it emotionally, to wake up every day and see the destruction in Palestine just continuing, and wake up every day if we follow news about the environment, just also seeing the destruction continuing constantly, and all the news from the climate front just getting worse and worse and worse, and this happening very, very fast. Yeah, I mean, there's one question: how do you deal with it emotionally? Well, you try to imagine that you can resist and stand fast and hold your ground, even though you face the most overwhelmingly destructive and powerful forces in the world. And there are no people anywhere on earth that can teach us how to do this better than the Palestinians. They're doing a service to all of humanity for every day that they stand strong and keep resisting, because they show that even though virtually everything is lost and everything destroyed, we still continue to resist. And this is not just for the Palestinians, it's for all of us. And we should really recognize that, I think. But hey, maybe I'm veering into dangerous territory here, but let's, on explaining how is it possible that all of this continues despite all the knowledge there is? Yeah, I mean, yeah, again, you're really struck by the fact that we have had a live-streamed genocide where all the documentation, all the knowledge of what's been happening on the ground has been, generated in real time and of an extensive scope and a pretty comprehensive coverage, despite obviously no foreign journalists being on the ground, but thanks to Palestinian journalists in Gaza and ordinary people just documenting what's been happening. And this is a novelty. We haven't seen a genocide playing out in this way before. And it's very similar with the destruction of the climate, that it's all happening in plain sight, and the documentation is total, and climate science is like the most comprehensive scientific project in human history. So yes, these two things have much in common, one of them being the surfeit of documentation. We have all the knowledge and more that we need about how bad this is and how urgently it has to stop. That's not an explanation for why it doesn't stop. It just shows that knowledge in and of itself doesn't really mean anything. Sur le lien entre la destruction de la planète et la destruction de la Palestine, et le fait qu'en fait ces deux phénomènes qui se passent devant nos yeux, sur lesquels en fait on a énormément d'informations, parce que ce soit pour la destruction de la Palestine, c'est le premier génocide qui est filmé en direct en fait, et dont on reçoit les informations directement au quotidien, etc. Même s'il n'y a pas de journalistes étrangers sur place, en fait, faut saluer le travail des journalistes palestiniens. Et en fait, de la même manière, en fait, la destruction de la planète et de nos conditions de vie, elle est très documentée, et on voit que ces deux phénomènes, en fait, ils se passent de manière très rapide devant nos yeux, et il peut y avoir un sentiment de submersion, et c'est dur de se lever tous les jours en voyant ces destructions à l'œuvre. Mais une manière, en fait, de gérer ces émotions
face à ces destructions immenses où on peut sentir qu'on n'a pas le pouvoir de changement, c'est qu'il faut qu'on arrive à imaginer qu'on peut résister contre les plus puissants, contre les pays les plus puissants, contre les gens les plus puissants du monde. Et en fait, la Palestine et les Palestiniens, ça c'est quelque chose qui nous enseigne depuis longtemps, que même lorsque tout est perdu, on continue de lutter, parce que eux, c'est ce qu'ils font au quotidien. Et après, il disait que là, il était sur des sables mouvants un peu, donc qu'il s'arrêtait de parler de résistance pour le moment. Mais voilà, donc on a deux situations. On a un savoir énorme dessus, et en même temps, on n'est pas en train d'arrêter ces phénomènes. Voilà, donc le point commun entre les deux phénomènes, c'est qu'on a énormément de documentation dessus, et en même temps, ça n'explique pas tellement pourquoi on fait rien. Mais ce que ça peut nous indiquer, c'est que le savoir en lui-même, le savoir seul, ça n'a pas beaucoup de valeur. Ça ne permet pas directement l'action. So I'm not going to give an explanation to the question of, or an answer to the question of why doesn't it stop? Because I don't have a simple answer to this. I mean, most of what I write is an attempt to grapple with this question. But just to get back to the question of how do people deal with this? Well, I think just one indication of how people deal with this is perhaps the change in rhetoric from the climate movement, or what remains of it, compared to back in its heydays of 2018 and 19, when Greta Thunberg and others used to say, listen to the science. This was like a key slogan in that moment, listen to the science. Greta Thunberg never says this any longer. She has given up on the idea that you should ask politicians to recognize the science, because she has realized that there are deep power interests that have to be confronted. And she has symptomatically virtually transformed into a Palestine activist. Today, she was on the front lines again in Copenhagen, where there's been a very beautiful camp of activists from both the climate movement and the Palestine movement. And they today had a mass action against Maersk, the Danish logistics giant, protesting its delivery of weapons to the occupation. And she was one of many involved in this action. Lots of people arrested, tear gas and everything like that. And her trajectory, you know, obviously the climate movement, insofar as it exists at all, is a shadow of its former self, what it was 6 years ago or 7 years ago. But the groups around Greta have become anti-colonial activists very largely, where the struggle against the fossil fuel industry is seen as indistinguishable from the struggle against the empire, against the colonial relations that still structure our world. And I think that's a positive sign, even though we're talking about few people with very little political power these days. They are involved in a radicalization where this kind of idealist phase that if we only can get the politicians to open their eyes to the knowledge and the science, that phase is over. Not going to come back. Donc je vais pas pouvoir répondre à comment on arrête ces destructions, même si c'est une grosse partie de mon travail de réfléchir à comment on arrête la destruction de la planète, mais ce serait une réponse assez longue, quoi. Et j'ai pas toute la réponse, mais du coup moi je peux plutôt parler de comment on fait face à ça. Et en fait, je pense qu'un signe positif et une leçon, c'est les mouvements pour le climat. Si vous vous rappelez, en 2018-2019, ce que disait Greta Thunberg, c'était qu'il fallait écouter la science, qu'il fallait regarder les faits en face, et elle en appelait aux politiciens à accepter les faits et à agir en fonction de la science et des faits. Et en fait, son discours, il a complètement changé et elle fait plus du tout d'appel à écouter la science, parce qu'en fait, elle a compris que les raisons de ses choix de politique, en fait, sont ancrées dans des rapports de pouvoir, des intérêts, et que c'est pas une question, en fait, de savoir. Et c'est intéressant parce que il y avait une manifestation à Copenhague avec un camp d'occupation, etc.
contre Maersk, voilà, qui est une grosse entreprise de logistique norvégienne. Et c'était pour protester contre le fait que cette entreprise envoie des... Ok, bon, voilà, plus simple. Contre le fait que cette entreprise envoie des armes. Oui, j'arrive. Envoie des armes à Israël. Et en fait, Greta Thunberg, elle faisait partie des gens qui étaient en première ligne de cette manifestation. Et donc, même si les groupes écolos sont, enfin, et le mouvement écolo est pas, et pour le climat est pas aussi fort du tout qu'il y a 6 ans, les groupes qui sont autour, notamment de Greta et d'autres groupes, en fait, sont en train de devenir des militants anticolonialistes. Parce que Greta Thunberg, en fait, elle est devenue militante pro-palestinienne. Et moi, je pense que c'est un très bon signe, en fait, parce que même si ces gens sont peu nombreux et n'ont pas de pouvoir, il y a ils se radicalisent et ils quittent l'idéalisme qui leur était constitutif avant. Et je pense que le mouvement pour le climat, en fait, reviendra pas à cet idéalisme parce que maintenant il y a une compréhension des intérêts qui sont à l'œuvre et aussi du lien entre le colonialisme, le capital et la destruction de la planète. Et merci beaucoup. Et puis je crois que du coup on va pouvoir passer aux questions de la salle. S'il y en a, est-ce qu'il y a un micro qui passe? Et c'est un micro qui va être par Stella de la Fabrique. Et peut-être qu'on prend des questions 2 ou 3 à la fois, comme ça c'est plus efficace. Voilà. Je crois qu'il y a une question au premier. Alors, merci pour vos exposés, vos discussions, tout ça. Voilà, c'était très instructif. Je fais partie du mouvement de boycott d'Israël. Nous apprécions beaucoup votre livre parce qu'il illustre l'intersectionnalité des luttes aujourd'hui contre le colonialisme et l'impérialisme. Et ma question, c'est, ça serait super si vous seriez disponible en France pendant l'Israël Apartheid Week, la semaine internationale contre l'apartheid israélien, qui aura lieu entre le 21 et le 30 mars. Et bon, si vous ne pouvez pas venir à ce moment-là, je pense que ça serait intéressant de toute façon que vous puissiez faire une tournée militante en France. Voilà. D'autres questions? Tiens. Oui, pardon. Oui, le boycott est déjà un peu efficace, enfin nous le pratiquons, mais que pensez-vous du sabotage? Est-ce qu'il y a moyen de s'appuyer dessus? Tu vas être amené à tes vieilles marottes. Vous pouvez acheter Comment saboter un pipeline à la table, juste ici. Très bon livre sur la question. Can I go? Yeah. I read something just in English. En français? Ah oui, ok. Ok. Ça a rien que j'ai traduit en anglais là. Merci beaucoup d'être là. Moi, juste pour dire vite fait, je suis particulièrement touché par ce qui se passe. Aussi parce que dans l'histoire de ma famille qui est arménienne, on a vécu quelque chose de similaire il y a à peu près un siècle, qui se répète d'ailleurs en 2023 et encore aujourd'hui, il y a bref, une épuration ethnique en Arménie, peu importe. Mais du coup, les personnes qui vivent ce genre de choses il y en a beaucoup issus de ces pays-là ou issus de l'immigration qui sont particulièrement touchés. Et moi, avant, j'étais simplement juste militant écologiste et aujourd'hui, je suis obligé de mettre ça un peu de côté pour agir pour mon peuple et pour la Palestine. Mais du coup, ma question, c'était de vous demander si
Israël, l'Azerbaïdjan, la Russie, etc. sont comment dire, veulent faire la guerre parce qu'ils sont riches et parce ils exploitent les énergies fossiles. Est-ce qu'à l'inverse, les peuples en résistance sont des militants écologistes par essence? Et comment l'écologie peut aider ces peuples dans leur lutte? On va prendre une dernière question si quelqu'un veut se manifester très vite. La meuf la plus petite. Alors, est-ce que finalement les processus qui permettent du coup à la fois les violences et la prédation du coup de l'Empire au travers du génocide qui est en place et des génocides qui ont pu être mis en place et aussi du coup toutes les finalement dégradations qui sont opérées via l'environnement sortent pas aussi d'un processus commun d'objectification initié par le capitalisme qui amène à finalement voir en tant qu'objet et potentiellement en tant que ressource à exploiter à la fois les corps, les humains et le vivant en général. Okay, yeah, lots of questions. First, sabotage. I like sabotage. And you people in French know how to do it. You people in France. With Soulèvement and everything. When it comes to sabotage in the Palestine solidarity movement, I actually think that it's the British who know best how to do it. I'm thinking here of Palestine Action, which is a wonderfully efficient militant group that has conducted very impressive sabotage actions against arms manufacturers and other targets in the UK in past years. There's a very interesting contrast between the militancy and efficiency of Palestine Action and the not so impressive behavior of the environmental and the climate movement, in particular in the UK in recent years, XR and other groups. But the context for sabotage within the Palestine solidarity movement looks very different in different countries. So in the UK, it has worked. In Germany, for instance, it's been very difficult. And clearly the situation in Germany is unusual because that country is so deeply pathological. There was a comrade at Village de l'Eau this past summer who told me that she wanted to have some kind of an invasion of French activists into Germany that could sabotage arms industry in Germany and kind of draw on old French animosity towards Germany as like, now we're going to invade Germany and destroy the way they support the state of Israel. I think it was quite a good idea. Il y a un appel à aller en Allemagne. Hein. Donc, pour parler du sabotage, moi j'ai une affection particulière pour le sabotage. Voilà, et en plus de ça, vous avez la chance de vivre dans un pays en France où vous savez faire ça. Je pense que sur la question palestinienne, les gens qui sont les meilleurs, enfin qui ont la médaille d'or du sabotage, c'est les Anglais. Il y a un groupe d'action qui est très efficace qui s'appelle Palestine Action, qui a organisé des sabotages de manufactures d'armement. Voilà, et donc le mouvement pro-palestinien est surprenamment et en contraste très efficace en fait en Angleterre par rapport au mouvement pour le climat. Après voilà, il faut regarder les contextes différents des différents pays. Donc en Angleterre, le sabotage ça a pu marcher et avoir de bons résultats. En Allemagne par exemple, c'est très compliqué. Après bon voilà, ça vient aussi des particularités de l'Allemagne puisque c'est un pays profondément malade.
j'ai rencontré une militante au village de l'eau, une Allemande, qui m'a dit que son grand plan, c'était que les militants français envahissent l'Allemagne pour apprendre aux Allemands comment saboter et militer. Voilà. Et je trouvais que c'était une assez bonne idée. As for sabotage within the Palestine solidarity movement and struggle here in France, I don't know if it has been done. I don't know if more of it could be done. It's for you people to figure out. I don't live here. It's not on permanent basis. On the question of, well, you spoke a little bit about the link to Armenia and the Armenian experience, which is very interesting. I lived for a while in the Armenian quarter in the old city in Jerusalem. So there is a long history, of course, of Armenians who survived the genocide and drifted into Palestine and became Palestinians, and are facing the usual colonialist aggression in their quarter in the old city and elsewhere. And there are, because Azerbaijan and Israel has such a close alliance, there's a link there as well that you could look more into. So again, Azerbaijan is the main supplier of oil, but it's BP that delivers it through the pipeline that goes to Turkey. On the question of what is the role of ecology in the Palestinian resistance, if that's what you asked, well, I don't think that the Palestinian resistance is deeply invested in climate politics, because that's not the urgent priority. So, for instance, when you see that the reliance on solar power has been very big in Gaza, very, very big, this is not because the Palestinians have been, thinking about climate change. It's because the occupation has totally denied them access to any other kind of source of energy, so they've had to rely on solar power to try to survive. And then what's happened during this genocide is that there's been a systematic targeting of solar power installations in Gaza. This happens in the West Bank too. But you might have seen that in the tent camps, the Palestinians, they've improvised communal charging stations where people can use the few solar panels that are still there, and they've even built improvised wind turbines. There's a great piece about this in the latest Middle East report. But this tells you something about the energy dimensions of this conflict, but that doesn't mean that the Palestinians who charge their phones on solar power are climate activists, for themselves, as in, they're actively conscious about these things. There is a small Palestinian climate movement. Climate movements generally are small, and in the Middle East, they're very tiny. But there was just announced something called the Palestinian Institute for Climate Strategy, run by comrades from Gaza, although they're outside of Gaza now, that are trying to, build a higher level of consciousness around these things and put these struggles, contribute to the convergence of struggles, to speak in French terms. And there's quite an urgent case to do this for a lot of reasons, including the role of the State of Israel in emerging solar geoengineering initiatives. But this is a whole different story. But this might be with us, this convergence might be with us for some time to come, and it's definitely something we need to work on. Donc par rapport, déjà, il voulait préciser que en France, il ne sait pas si le sabotage se fait dans le cadre du mouvement de solidarité avec la Palestine, et il ne sait pas non plus s'il faut le faire, et il dit que c'est à nous de décider de ça. Donc sur la question arménienne, Andreas, il a vécu, il a vécu dans le quartier arménien de Jérusalem, où il a vu du coup donc des Arméniens qui avaient fui le génocide devenir en fait des Palestiniens et être traités comme les autres Palestiniens, par l'État colonial. Et quelque chose qu'il faut regarder aussi, c'est que il y a une alliance très forte entre l'Azerbaïdjan et Israël, parce qu'en fait, l'Azerbaïdjan, c'est la source principale de pétrole pour Israël, même si il est après livré par une entreprise anglaise, donc British Petroleum.
Sur les liens avec l'écologie et la résistance, je pense pas que la résistance palestinienne soit très impliquée, parce qu'en fait c'est tout simplement pas leur priorité. À Gaza, la majorité de l'énergie, elle venait de l'énergie solaire. Mais en fait, c'est pas par conscience écologique, c'est parce que l'occupation, enfin l'État d'Israël, l'empêchait en fait d'avoir accès à toute autre source d'énergie. Et d'ailleurs, c'est les infrastructures d'énergie solaire sont systématiquement ciblées par l'État d'Israël. Vous avez peut-être vu passer des images de stations de chargement de téléphone communales qui ont été installées dans les camps et dans les villages. Voilà. Et il y a un article là-dessus dans le Middle East Report. Voilà. Que vous pouvez aller voir. Mais voilà, donc le fait qu'ils utilisent qu'ils chargent leur téléphone avec l'énergie solaire, ça fait pas d'eux des activistes pour le climat. Le mouvement écolo en Palestine, il est très petit et il est généralement assez petit au Moyen-Orient. Mais moi j'ai connaissance d'un groupe qui s'est appelé l'Institut palestinien pour le climat, qui vient de Gaza, qui est maintenant plus à Gaza, mais qui s'est donné pour mission de faire augmenter la conscience sur les questions écolo en Palestine, dans une idée de convergence des luttes, pour parler français. And on the question of the relation between colonialism and fossil fuels, if I got it correctly, well, this is a very big question, and my impulse would be to go to my favorite source of theory to grapple with it, and that would be critical theory. So the German, or rather the German Jewish thinkers, Adorno and Benjamin and the others, but Adorno in particular, where the key idea is that capitalist modernity is characterized by domination, relations of domination, and when it comes to fossil fuels and colonial oppression in various forms, domination is at the center of it all. We don't have time really to go into the theoretical depths of this, but let me just say that what Donald Trump again personifies is that whole mindset of domination, and these two things, fossil fuels and the destruction of the racial other, are again completely blended into one and the same thing in his person. So he's like a living lesson in these truths of critical theory. Du coup, sur les liens entre le colonialisme et l'industrie des énergies fossiles, il y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment. Moi, je vais puiser plutôt dans des théories qui me tiennent à cœur, et donc et qui sont mes sources principales pour le réfléchir. Donc c'est la théorie critique allemande, avec notamment un penseur comme Adorno, qui va définir la modernité capitaliste comme ayant en son centre les relations de domination, et donc toutes ces oppressions coloniales et ce capitalisme fossile en fait a en son centre, ont en leur centre la domination. Et je vais revenir à Trump, qui pour moi est vraiment la personnification de cet état d'esprit de domination. Et pour moi, c'est vraiment une leçon vivante de théorie critique. Merci. Tu veux ajouter quelque chose? Are you available? I'm not sure. On verra. Il me reste à te remercier beaucoup, Andreas, pour ce soir. À vous remercier tous et toutes d'être venus. Et merci Lila pour la traduction. Olympique.
Si vous voulez en apprendre davantage sur les ravages de l'impérialisme fossile pour la Palestine comme pour la Terre. Et très bonne soirée à tous. PLO style. PLO style. Lexa Music. PLO style. PLO style. Mr. Arafat, rest in peace. حييك يا شعب الوطن يا مقاوم الاحتلال، حي فيك البسالي والكفاح والعين سهرانين، حييك يا شعب الوطن يا مقاوم الاحتلال، حي فيك البسالي والكفاح والعين سهرانين، حييك يا شعب الوطن يا مقاوم الاحتلال، حي فيك البسالي والكفاح والعين سهرانين. rameau d'olivier dans une main, revolver dans l'autre. PLO style. PLO style. PLO style. PLO style. حييك يا شعب الوطن يا مقاوم الاحتلال، حي فيك البسالي والكفاح والعين سهرانين، حييك يا شعب الوطن يا مقاوم الاحتلال، حي فيك البسالي والكفاح والعين Yasser Arafat, le leader de l'ONP, Monsieur Arafat. بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي PLO style. PLO style. PLO style. PLO style. The person who had been kicked out from his homes is obliged, and he has the right to fight for living, to fight for his future, for his children, for his people.